Bienvenue sur EVI TV, votre chaîne de référence, votre monde en images. EVI TV, c'est bien plus qu'une chaîne de télévision, c'est une plateforme d'excellence qui vous connecte à l'actualité, au savoir et au divertissement. Notre objectif est de fournir une programmation de haute qualité qui vous tiendra engagé et diverti. Politique, société, religion, culture, événementiel, découverte, actualité, divertissement, films et séries, musique, publicité, chaque programme est conçu pour vous informer, vous inspirer et vous divertir. EVI TV, la télévision qui vous ressemble. Bienvenue sur EVI TV, votre chaîne de référence, votre monde en images. EVI TV, c'est bien plus qu'une chaîne de télévision, c'est une plateforme d'excellence qui vous connecte à l'actualité, au savoir et au divertissement. Notre objectif est de fournir une programmation de haute qualité qui vous tiendra engagé et diverti. Politique, société, religion, culture, événementiel, découverte, actualité, divertissement, films et séries, musique, publicité, chaque programme est conçu pour vous informer, vous inspirer et vous divertir. EVI TV, la télévision qui vous ressemble. Nous, en tant que Congolais, avons cette responsabilité de mettre à votre disposition un cadre de réflexion parce que vu la complexité de notre sphère politique, nous avons effectivement besoin des acteurs politiques qui réfléchissent profondément en vue de trouver des solutions aux problèmes qui assaillent aujourd'hui la République démocratique du Congo. Voilà. Aujourd'hui, dans le cadre de notre magazine, nous recevons M. Joseph Bayoko Lokondo. Il est acteur politique, ancien candidat, gouverneur de la province de l'Équateur, candidat député maléré aux élections législatives nationales et provinciales. Bonjour, M. Joseph Bayoko Lokondo. Bonjour Bethel Vladimir, bonjour à tous les téléspectateurs de votre émission Noir sur Blanc. Voilà, merci beaucoup. Avant d'aborder nos thématiques, nous avons quand même quelques points d'actualité. Finalement, Kinshasa précise clairement sur sa position au dialogue direct. La RDC annonce qu'elle participera au pourparlers de paix avec le rebelle du M23. Réouverture de l'école nationale de criminologie le samedi passé, c'était le samedi 15 mars, après sa fermeture en 1987. 3500 candidats, inspecteurs judiciaires ont passé les concours d'admission, dont 500 seront retenus pour une formation d'une année avant leur intégration. Négociation Kinshasa M23, l'élu du peuple Jean-Marie Lukolassi propose au président de la République de soumettre cette question au référendum afin que le peuple, comme souverain primaire, tranche. L'élu de Funa replace le peuple
au centre des décisions des autorités. Confiant de la maturité de la population congolaise, Jean-Marie Lukulassi expose le M23 et AFC devant le peuple. Voilà, merci très chers téléspectateurs. C'est votre magazine Noir sur Blanc. Aujourd'hui, nous aborderons 3 thématiques, notamment la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. Et puis la deuxième thématique, nous allons aborder la question de dialogue, les dialogues qui est proposé par l'Angola, et nous parlerons du gouvernement de l'Union sacrée. Voilà, Monsieur Joseph Lokondo, la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. Comment analysez-vous cette situation et quelles sont les perspectives d'avenir? Merci beaucoup. Je pense que la situation sécuritaire, pas seulement à l'Est du pays, mais la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le phénomène Mobondo, ici à Kwamutu, même si ce qui fait rage aujourd'hui, la situation qui retient l'attention de tout le monde, est celle qui prévaut dans les grands Kivu, Sud et Nord Kivu. Parce que, comme vous le savez, les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, contrôlent aujourd'hui la quasi-totalité des 2 provinces du Grand Kivu, le Nord et le Sud Kivu. Les grandes villes, comme la ville de Goma et celle de Bukavu, sont entre les mains des rebelles. Un Congolais réfléchi, un Congolais qui patriote et qui aime son pays, ne peut qu'être préoccupé par cette situation qui prévaut à l'est du pays et ici à Kwamutu, par rapport au phénomène Mobondo. Parce que nous avons vu, il y a eu carnage à Goma. Il y a eu plus de 2000 morts à Goma lors des affrontements du M23 avec les Wazalendo et les forces des armées de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, en lisant les journaux, les informations que vous nous avez données par rapport à la situation du pays, vous avez dit que le gouvernement de la République a donné sa position par rapport aux discussions directes avec les rebelles du M23. C'est ici que je vais lancer un message, parce que cette situation est en train d'être commentée de toutes les manières possibles. Les uns disent que non, le chef de l'État avait dit qu'il ne négociera jamais avec les panthères du M23 et ainsi de suite. Il a fait un revirement à 90 degrés. Mais moi, je vais dire ici que le chef de l'État est un père de la nation. Le chef de l'État est la personne la mieux informée de la République démocratique du Congo. Et quand les prélats catholiques et protestants avaient proposé ce dialogue, si les chefs de l'État avaient pris la main, peut-être que la situation ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Et moi, je pense que la voie de la sagesse, c'est la voie du dialogue. Comme Kinshasa, donc vous estimez que Kinshasa aurait dû accepter les dialogues en amont. Donc vous regrettez parce que cette décision a été prise tardivement. Je regrette parce que les évêques catholiques avaient proposé ça depuis longtemps. Pendant que les rebelles contrôlaient une petite portion du Nord Kivu, ils étaient à côté de Bunagana. Ils n'avaient pas avancé. Mais aujourd'hui, ils contrôlent les 2 grandes villes du Grand Kivu. Mais rien n'est tard. Nous avons vu lorsque les évêques ont décidé d'aller dans ces chemins en termes de dialogue, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de contestations. Ils ont été attaqués par plusieurs formations politiques. Ils ont été même traités de traîtres. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons affirmer que les évêques avaient raison. Les évêques avaient pleinement raison. Nous sommes dans un pays démocratique où on ne peut pas interdire quelqu'un de donner son point de vue. Ceux qui donnaient leur point de vue ont le droit de les faire, mais ce n'était pas le président de la République. Parce que le président de la République lui-même avait réussi les évêques catholiques et les prélats de l'ECC. Et une mission leur a été confiée. Si ce n'était pas une mission confiée, mais le président de la République avait pris bonne note de leurs bonnes intentions de pouvoir rencontrer les acteurs politiques et les pays et les présidents des pays de la sous-région. C'est ce qui a été fait. Nous avions vu les évêques à Goma rencontrer les M23 qui sont dans une coalition appelée l'Alliance du fleuve Congo. Ils ont eu à rencontrer Paul Kagame, qui nous taxons aujourd'hui comme agresseurs. Mais pour chercher une solution durable, c'est important de voir les présidents de la sous-région.
Parce que la République démocratique du Congo est un pays continent, est un pays qui a un scandale géologique. Et ces pays ne peuvent que nous envier. On ne peut pas résoudre les problèmes de la RDC qu'au niveau interne. C'est pourquoi les évêques avaient proposé un dialogue interne avant de l'ouvrir aux pays de la sous-région. Parler avec le Rwanda, parler avec l'Ouganda, parler avec l'Angola, parler avec le Burundi et parler avec tous les... Parce que nous sommes frontaliers avec 9 pays. Pour la paix, pour négocier la vraie paix dans notre pays, on doit parler avec les pays de la sous-région. C'était une erreur pour ces gens. C'était peut-être une erreur aussi pour le président de la République de ne pas prendre la main avant. Mais aujourd'hui, rien n'est tard. Pour l'intérêt de la nation, nous avons intérêt de négocier. Nous avons intérêt de parler avec les rebelles et leurs parrains. C'est pourquoi moi j'ai dit ici que le président de la République ne puisse pas entendre ces gens qui disent de n'importe quoi. Oh non, c'est un revirement à 90 degrés. Oh non, il avait dit qu'il ne va pas négocier avec les pantins et ainsi de suite. Parce que l'Ukraine même, vous le savez, il y a une loi qui a été votée par le Parlement ukrainien interdisant leur pays de négocier avec Vladimir Poutine. Mais aujourd'hui, pour l'intérêt supérieur de la nation, ils ont compris que c'est ça le dialogue peut arrêter les pertes en vies humaines. Et moi, j'encourage le président de la République de parler avec... Donc, vous estimez que pour mettre fin aux atrocités dans l'Est de notre pays, nous devons négocier. Mais il y a eu plusieurs négociations avec le Rwanda. Parce qu'en réalité, le Rwanda nous mène cette guerre pour des raisons économiques. Et c'est en réalité une guerre expansionniste dont le Rwanda veut annexer notre pays. Est-ce qu'avec une simple négociation, avec un simple dialogue, est-ce que Kagame sera en mesure d'arrêter sa criminalité? Parce que c'est une guerre nourritrice. Lorsqu'il fait la guerre en République démocratique du Congo, il exploite de manière illicite nos richesses. Donc, Kagame, aujourd'hui, estime que si la paix règne en République démocratique du Congo, eh bien, le Rwanda sera totalement démystifié. Est-ce que nous ne risquons pas de tomber dans ce qu'on a appelé le mixage, le brassage avec tous les Rwandais dans nos grands systèmes décisionnels? Parce qu'il faut aussi réfléchir en termes des conséquences collatérales de ces dialogues. Bien sûr, comme je l'ai toujours dit qu'avoir un compromis n'est pas synonyme de faire une compromission. Le compromis a toujours été différent de la compromission. Parce que, vous voyez, dans tout conflit, c'est le dialogue qui vient résoudre les problèmes. Je ne dis pas ici que ces dialogues doivent nous amener au mixage et ainsi de suite. Non, non, non. Mais moi, personne... négocier en étant faible. Personne... Parce que négociation est malade, en réalité, il faut que yo ait la capacité de neutraliser Munguna. Munguna n'a la capacité de neutraliser yo. C'est dans cette optique-là que ça va. Pour tout se neutraliser, tout négocier. Mais nous sommes dans cette optique où le Rwanda est en train de marcher sur nos sols. Donc, nous avons risqué de négocier à genoux. Non, je ne sais pas. Non, c'est comme si on a cette impression que les Rwandais marchent sur nous. Non, bien sûr que notre pays est agressé. Les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais contrôlent les deux grandes villes, les deux grandes villes du Grand Kivu. Mais cela ne veut pas dire que tout ça est en position de faiblesse. Bien sûr que la guerre est là. Nous sommes en train de nous battre. Il y a des Vaya Wazalendo, les Vaya FRDC qui se battent. Ça ne veut pas dire que comme les M23 contrôlent aujourd'hui la ville de Goma et la ville de Bukavu, la RDC va aller négocier en état dans une position de faiblesse. Nous ne sommes pas dans une position de faiblesse. La RDC est un grand pays. La RDC a plus de 26 provinces. Je ne dis pas que nous négligeons les 2 provinces qui sont occupées aujourd'hui. Mais la RDC est un grand pays avec 26 provinces. Mais les rebelles du M23 contrôlent les parties des 2 provinces. Parce qu'ils ne contrôlent pas toutes les provinces d'une manière entière. Ils contrôlent les 2 parties des 2 provinces. Une partie de la province du Nord Kivu, parce que nous avons la ville de Beni et d'autres villes qui sont sous contrôle du gouvernement congolais. Parce que le gouvernement provincial du Nord Kivu est en train de travailler à Beni. Nous avons la province du Sidou-Bangui, avec le gouvernement qui s'est installé à Ouvira. Il contrôle les portions des 2 provinces. Et moi, je crois que la voie la plus intelligente, c'est parce que nous devons préserver les vies humaines. Et maintenant, si nous ne voulons pas dialoguer, nous allons faire quoi? On ne déclare pas la guerre, on ne veut pas dialoguer. Et qu'est-ce que nous voulons finalement? Et moi, je crois que comme le président de la République
n'a pas choisi la voie de la guerre. Comme le président de la République n'a pas décidé jusque-là de réunir le Parlement pour déclarer la guerre contre le Rwanda, la voie la plus intelligente pour préserver les vies humaines, c'est la voie des dialogues. Mais ce dialogue ne doit pas nous amener à faire des mixages, des brassages. Non, 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 non. Personne n'ignore les velléités expansionnistes du Rwanda. Ça date de longtemps, ce n'est pas juste, ça date de longtemps. Et mais depuis que ça a commencé, le Rwanda a pris combien de kilomètres de notre territoire national? Ça prouve que la population congolaise, la population de Kivu est une population résiliente. Les velléités du Rwanda n'arrivera jamais à la fin. Le Rwanda n'atteindra jamais les objectifs d'annexer une partie de la République démocratique du Congo. Mais c'est intelligent de dialoguer. Mais moi, je crois que le président de la République a nommé des personnes qui sont expérimentées en la matière. J'ai vu le VPM Jean-Pierre Bemba, et qui maîtrise bien les histoires de la guerre. Et j'ai vu d'autres politiciens aguerris qui vont aller pour négocier que sur les intérêts de la République démocratique du Congo. En tout cas, là, je suis... Est-ce que dans cette négociation, parce qu'il y a ce qu'on appelle le cahier de charge. Le Rwanda a son cahier de charge. Les M23 AFC aussi ont leur cahier de charge. Et si vous creusez la profondeur de leur desiderata, ils veulent effectivement ce qu'on a appelé les brassages et les mixages. Ils veulent entrer dans nos institutions, comme toujours. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de payer, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu des négociations cavalières qui avaient été faites. Donc, la population, parce que toujours sur la peine à bateau, tant qu'on soigne maman Andunda, bazali koloba papa, yo zali mission noir sur blanc. Négociation bazali koloba. Tokozonga lisusu na makambo ya kalate. Ba Rwanda bakokota lisusu na système militaire na bisote. Bakokota lisusu na système politique na bisote. Bakokota lisusu na kati ya administration publique te. Et c'est ça les conséquences. On a zali ko benga conséquences collatérales. Il y a négociation. Bon, ce qui est l'autre qui est dans négociation là. Si le Rwanda décide, ou les M23, s'ils décident de maintenir leur cahier de charges, je pense que la négociation ne sera pas faite. Non, mais écoutez, ici, je vais dire ceci. Ce n'est pas le Rwanda qui va décider dans ces négociations. Et vous êtes sans ignorer que c'est le M23 qui a commencé à quémander les dialogues. C'est le M23 qui est en position de faiblesse. C'est le président de la République, c'est le gouvernement congolais qui a finalement accepté de négocier. Le Rwanda n'est pas un cahier de charges à nous imposer. C'est la RDC qui va imposer son cahier de charges. C'est la RDC qui va imposer les lignes de conduite à suivre. Et je ne veux pas que votre mission, comme c'est noir sur blanc, nous amène à creuser, à entrer même dans les secrets de défense. Parce que dans cette négociation, dans ces dialogues, il y a ce que nous appelons les secrets de défense. Il y a d'autres choses que nous ne pouvons pas dire dans les médias ici. Et moi, je crois que c'est important qu'on négocie. C'est peut-être une voie pour amener ces gens dos au mur. Et vous allez comprendre après les négociations, on va comprendre que non, c'est important de négocier. Parce que peut-être c'est cette voie-là qui va nous amener à mettre fin aux atrocités qui sévissent à l'est du pays. Et si cette négociation n'arrive pas à mettre fin aux atrocités, quelle serait la solution? Mais si la négociation n'arrive pas à mettre fin aux atrocités, la RDC va déclarer la guerre contre les Rwandais. On va mettre tous ces terroristes hors d'état de nuit et aller jusqu'au Rwanda. Ça c'est clair. Parce que le président de la République, parce que maintenant il dit non voilà et on doit négocier, on doit faire ceci. Parce que nous avons fait pression au président de la République de déclarer la guerre comme promis. Il a dit non, c'est un homme sage, il est en train de voir. Est-ce qu'il y a encore d'autres voies en dehors la voie de la guerre? La négociation est là, les discussions directes sont là. D'autres personnes sont en train de commenter, ils pensent même que le président de la République s'est humilié parce qu'il avait refusé de négocier avec ceux qu'il appelait à l'époque les panthères. Il a au moins accepté. Pour l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que cette négociation n'est pas un aveu de faiblesse? Non, non, il a accepté de se faire humilier parce qu'il veut préserver les vies humaines. Mais si ces négociations n'aboutissent pas,
On va aller à la RDC est très bien préparée pour bouter dehors tous ces ennemis qui endeuillent la République. Mais avant de déclarer la guerre, il faut avoir ce qu'on appelle la capacité dissuasive, offensive et défensive. Donc aujourd'hui, vous affirmez que si la RDC déclare la guerre contre le Rwanda, est-ce qu'elle va tenir? En tout cas, la RDC va tenir. Et moi, je crois qu'on ne va pas... bon, bien sûr, c'est l'armée congolaise qui s'est bâtie à l'est du pays. Et les gens pensent que, comme les rebelles sont en contrôle les deux provinces, peut-être que le boulevard l'air sera ouvert pour arriver directement à Kinshasa. Ils se trompent. La RDC se prépare très bien. Et moi, je pense que la riposte rigoureuse que le président de la République avait promise, c'est pour bientôt, si les négociations n'aboutissent pas. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est votre émission Noir sur Blanc. Nous sommes là, nous analysons en profondeur toutes les questions d'actualité, toutes les questions relatives à la politique publique. Ici, nous réfléchissons en profondeur et nous faisons des propositions percutantes pour aider les décideurs politiques. Je l'ai toujours dit, lorsque nous animons une émission politique, il va falloir que la vraie politique, le vrai débat, la vraie discussion soit au centre. Généralement, nos débats politiques se concentrent sur les pseudo-réalisations des autorités morales. Mais ici, nous réfléchissons. Donc, tous ceux qui veulent réfléchir profondément sur les politiques publiques, nous abordons cette question. Voilà, nous prenons notre deuxième thématique, la deuxième thématique, le gouvernement d'union nationale. Nous sommes passés de ce qu'on a appelé le gouvernement FCC Cash. Le bilan, nous le savons. D'ailleurs, le chef de l'État a dit qu'il regrette parce qu'il y a eu bifurcation entre le FCC et l'Union sacrée. Après ce gouvernement qui a fait ce qu'il a fait, nous sommes arrivés au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Et ce gouvernement de l'Union sacrée de la nation, en termes de réalisation, c'est la population qui peut juger. Mais le président de la République a encore annoncé les gouvernements d'union nationale. Monsieur Joseph Lokondo, vous êtes un grand acteur politique, un analyste politique pointu. Est-ce que ce gouvernement, avec le mixage idéologique des pensées, des courants politiques, des opposants, est-ce que vous croyez qu'il sera vraiment à la hauteur? Oui, merci beaucoup. Je pense que le président de la République a été très bien conseillé sur ces sujets. Pourquoi on appelle ces gouvernements, pourquoi on veut appeler ces gouvernements les gouvernements de l'Union nationale? Parce que le président de la République est en train de chercher d'autres ressources. Le président de la République est en train de chercher d'autres Congolais capables de relever les défis sécuritaires et les défis du développement de notre province, de la République démocratique du Congo. Je sais bien que vous, les journalistes, vous parlez avec toutes les couches de la population. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est invivable. Même nous qui vivons dans des provinces, les social de la population, comme le président, il y a ces slogans magiques du président, le peuple d'abord, un slogan nous légués par les sphinx délimités. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler du peuple d'abord. Parce que les prix des denrées ont presque quadruplé. Il y a des routes qui sont dans un état de délabrement très, très avancé. Et ici, à Kinshasa, c'est invivable. Moi, je pense que les nouveaux acteurs, c'est important de recruter des nouveaux acteurs. Et le président de la République est en train de chercher des intelligences qui se trouvent dans toutes les couches de la population. Les intelligences qui sont dans l'opposition, les intelligences qui sont dans la majorité et les intelligences qui sont dans la société civile. C'est pourquoi le président de la République a tendu la main à tout le monde pour intégrer ces gouvernements. Pourquoi je suis en train de louer cette décision du président de la République? Parce que le gouvernement que nous avons aujourd'hui, c'est un gouvernement éléphantesque, c'est un gouvernement budgétivore. Et je crois que le gouvernement de l'Union sacrée, et le gouvernement de l'Union nationale, voulais-je dire, n'aura pas 40 ministres, les vice-ministres y compris. Une fois, des
réduire le nombre de ministres pour que l'argent qui servait à entretenir d'autres cabinets ministériels puisse être déversé dans l'armée. J'ai lu parce que j'ai suivi la première ministre hier qui disait qu'on va doubler les salaires des policiers et des militaires. Moi, je veux qu'on triple, qu'on quadruple, parce que même si on va doubler, les militaires n'auront pas $200 le mois. C'est là où nous pouvons creuser, c'est là où nous pouvons trouver la motivation des militaires. Et moi, je suis très d'accord pour le gouvernement de l'Union nationale, parce que le président de la République a été induit en erreur. Au début, c'était FCC-Cash. Après, ce sont des moboutistes qui sont devenus kabylistes et puis tshisekidistes qui ont été recrutés. Ils se sont métamorphosés. Ils se sont facilement métamorphosés. Et avec ses frères et ses amis de l'Europe qui ne maîtrisent rien de la réalité du pays, ils sont venus ici assumer des postes et des responsabilités. Mais ce sont des Congolais. Oui, ce sont des Congolais. Mais on ne peut nommer les Congolais que sur base de leurs prérequis, de leur background. C'est sur base de la maîtrise de la réalité du pays. Vous prenez, je prends un exemple. Vous prenez un ministère clé, peut-être un ministère du développement rural, peut-être un ministère de l'agriculture, peut-être vous donnez à un Congolais de l'Europe, un Congolais de la diaspora qui a fait 30 années en Europe. Quelle réalité cette personne maîtrise sur le plan local? C'est une occasion aussi d'intégrer les acteurs de la société civile plurielle et surtout les acteurs des mouvements citoyens. Parce qu'il y a une couche qui a joué un rôle important pour arracher l'alternance politique qui a mené le président Tshisekedi au pouvoir. Cette couche est composée des jeunes et des mouvements citoyens. Pendant que l'opposition était dans un état agonisant en 2016, en 2017 et en 2018, c'était les mouvements citoyens qui organisaient des manifestations pour barrer la route à Joseph Kabila de ne pas briguer un troisième mandat. Après est venu le comité LEC de coordination. Et moi, personnellement, moi, José Bayoko Lokondo, vous êtes sans ignorer que j'ai été arrêté plus de 3 fois sous le régime Kabila pour avoir réclamer l'organisation des élections qui ont amené le président Félix Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui. Mais une fois au pouvoir, le président a choisi de composer avec les moboutistes, avec les kabylistes, avec les diasporas, la diaspora, avec des gens qui n'ont pas donné pour arracher cette alternance politique. Mais moi, je pense que cette fois-ci, le président de la République va puiser dans la société civile, branche et mouvement citoyen, nommer les ministres. Le président de la République doit choisir des personnalités patriotes. Pourquoi j'insiste? Parce que cette fois-ci, nous ne voulons pas que les gens viennent nous chanter comme ils ont chanté l'autre fois. Moi, j'ai autant de députés, je dois gagner autant de ministères. Moi, j'ai autant de députés, je dois avoir autant de mandataires. Non, c'est un gouvernement de mission qui doit être nommé et le président de la République ne doit pas tenir compte des considérations politiques. Il doit nommer des Congolais intelligents, des Congolais patriotes qui viendront pour travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Et non tenir compte de tel parti politique qui a autant de députés, il va revendiquer autant de ministres. Non, 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 non. Nous sommes en guerre. La République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle. Ouais. Tous ceux-là qui peuvent avoir des postes de responsabilité au sein du gouvernement et même dans des entreprises publiques, n'est-ce pas? Il faudrait que ce soit des personnes qui composent la majorité parlementaire. Donc vous estimez que le gouvernement d'union nationale est au-dessus de toutes les considérations politico-sociologiques. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc vous prenez en fait la méritocratie. Nous sommes dans une période exceptionnelle. Nous sommes dans une période où la RDC est agressée. Ce n'est pas la période qu'on va nous chanter des poids politiques à l'Assemblée. Moi, je plaide même pour qu'on suspende le fonctionnement de l'Assemblée nationale, pour qu'on suspende le fonctionnement du Sénat, pour qu'on suspende le fonctionnement de toutes les assemblées provinciales. Parce que ce sont des assemblées provinciales qui ne font rien. On donne plus de 300 millions chaque mois aux assemblées provinciales. Si vous prenez 300 ou 400 millions de francs congolais multipliés par 26, ce sont des milliards de francs congolais qui peuvent acheter les armes, qui peuvent améliorer le traitement des militaires, qui peuvent améliorer le traitement des policiers, qui peuvent arranger des routes, qui peuvent acheter des drones, des chars de combat. Et nous, comme nous sommes dans une situation exceptionnelle, le président de la République doit prendre des mesures courageuses. Sinon, si nous restons que dans la logique de ces politiciens traditionnels,
Vous n'avez pas vu le silence de certains politiciens de ces pays quand les M23 avançaient? Moi, je vous révèle d'ailleurs qu'ils prenaient déjà contact avec les M23 parce qu'ils pensaient qu'ils seraient déjà, aujourd'hui, les M23 seraient déjà à Kinshasa pour qu'ils puissent déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Parce que ce sont les mêmes politiciens qui ont travaillé avec... la transhumance politique. Et qui ont travaillé avec le président Mobutu. Ils ont travaillé avec le président Kabila. Ils sont devenus tshisekidistes plus pires. Mais ils attendaient Nanga pour devenir nanguistes. Mais vous voyez, donc le président de la République ne doit pas être berné par ces politiciens. Ne doit pas céder à la pression de ces politiciens qui ne travaillent que pour leurs intérêts personnels et non l'intérêt de la République. Pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, le président de la République doit tenir compte de la méritocratie. Et ici, je demande aux services d'intelligence. Parce que ailleurs, ce sont les services de renseignement, les services d'intelligence qui font un travail de fond et proposer au président de la République les personnalités qui peuvent l'aider pour atteindre ses objectifs. Mais aujourd'hui, les services ne font rien. Je vous donne un exemple. C'est ça aussi le message que je vais lancer. Si on veut nommer, vous voyez, tous les ministres sont à Kinshasa. Ils habitent à Kinshasa. Est-ce qu'à l'arrière-pays, dans les provinces, il n'y a pas des intelligences qui peuvent aider le président de la République? Moi, je veux qu'un jour, la nomination tombe, on nomme des ministres et on commence à chercher à Kinshasa. Celui qui vient d'être nommé peut-être le ministre de l'Agriculture, peut-être le ministre de la Jeunesse, se trouve dans quelle commune? Parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Même vous, les médias, vous cherchez, oh non, mais il est résident de Mbandaka. Donc, il cherche l'avion pour venir travailler à Kinshasa. Et c'est comme ça que ça s'est fait dans d'autres pays. Il faut tenir compte du territoire national et non rester que dans la ville de Kinshasa, là où les gens ont accès facile aux médias, ils se vendent, ils mettent beaucoup de moyens pour vendre même des illusions afin que le président de la République puisse les suivre, afin qu'il bénéficie d'un poste ministériel. Voilà donc, le président de la République, cette fois-ci, doit nommer les personnalités neutres, les intellectuels, les gens qui viendront pour travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, les vrais patriotes. Joseph Bayoko, vous voyez que vous êtes en train de préparer une grande crise au sein de la classe politique, parce que nous savons comment ça fonctionne. Aujourd'hui, vous dites que le président de la République ne tienne pas compte de tous les acteurs qui composent l'Union sacrée aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y aura pas une crise? Parce qu'on risque d'assister à des déclarations, parce qu'il y a ce qu'on appelle le poids politique, et même, moi j'appelle ça les poids numériques en termes de nombre de députés, parce que dans l'esprit, dans la loi et l'esprit de notre Constitution, en fait, les responsabilités étatiques se donnent en termes du poids politique. Mais si vous dites que non, voilà, le président peut nommer en dehors de la majorité, est-ce qu'il n'y aura pas une crise? La plus grande crise au monde, c'est la guerre. La RDC est un pays en guerre. Comment vous pouvez nous parler encore de la crise? Pendant que nous avons la crise nous connaissons nos acteurs politiques. Dans son caractère final. C'est la guerre. Donc, le président de la République ne doit pas céder à la pression de ces politiciens ventriotes. C'est lui qui va chercher à créer la crise, n'a qu'à rejoindre la rébellion. Parce qu'ils sont déjà en contact avec la rébellion. Nous sommes déjà en crise. Les patriotes ne peuvent pas rejoindre la rébellion. Il faut les décourager. C'est une manière pour moi de dénoncer ces politiciens qui sont en contact avec la rébellion. Mais est-ce que le problème, c'est le changement? Est-ce que le vrai problème, c'est le changement de tous les acteurs politiques, où le mal est systémique, où le problème est systémique? Nous devons changer les hommes, ou nous devons changer la tendance, créer une nouvelle trajectoire en termes de nomination? Non, moi je pense qu'on doit changer les hommes. Parce que la RDC a un problème d'hommes. Les hommes que nous avons ont une idéologie qu'on ne peut jamais les imposer une autre trajectoire. On ne peut pas attendre des résultats, d'autres résultats avec les mêmes acteurs et les mêmes méthodes. Et aujourd'hui, la RDC a les mêmes acteurs pendant plus de 3 décennies. Le mal est cyclique. Ils savent comment, ils maîtrisent tous les rouages. Et moi, je pense qu'avec les mêmes individus, même si on a mené des idées, on a mené des orientations, on a mené une nouvelle idéologie, et
pendant qu'on va maintenir les mêmes acteurs, la RDC va continuer à patiner. Mais et moi, je crois que c'est important. Je voudrais un peu savoir. Important d'échanger cette quel est le vrai portrait robot de ceux qui vont composer ces gouvernements d'union nationale? La physionomie générale, en termes de compétences, en termes d'initiatives, en termes d'idées, en termes de perspectives d'avenir, quel est le profil de ces candidats? Oui, merci pour la nomination des ministres et tout. C'est compliqué de venir ici étaler un profil robot pour que quelqu'un soit nommé ministre. Mais moi, par exemple, je vous donne quelques exemples. En RDC aujourd'hui, nous avons des juristes qui sont à l'environnement. Nous avons des infirmiers qui sont à la défense. Nous avons des économistes qui sont au budget. Bon, économistes au budget, ça peut se comprendre. Nous avons des pédagogues qui sont dans le développement rural. Vous voyez qu'il y a un méli-mélo qu'on ne maîtrise pas. Mais ce n'est pas question de la formation qui compte. Quand j'ai parlé des patriotes, un patriote c'est qui? C'est quelqu'un qui ne fait des choses que pour l'intérêt supérieur de sa nation. C'est quelqu'un qui ne viendra pas pour détourner les deniers publics à sa propre guise. C'est quelqu'un qui mettra dans sa tête que je suis venu ici pour servir ma nation, donner le meilleur de moi-même pour que mon passage dans ces ministères puisse laisser des traces, que mon passage puisse marquer les esprits. Et c'est comme ça un patriote. Et pourtant, ces individus, ces Congolais sont encore là. C'est pourquoi j'ai parlé des services ici qui n'aident pas le président de la République, qui ne font pas un bon travail pour aider les chefs de l'État. Sinon, on peut trouver ces Congolais, ils sont là. Mais comme le système est là, d'autres personnes se sont imposées. C'est pourquoi vous voyez les mêmes noms revenir chaque fois qu'il y a nomination. Dans les entreprises publiques, au gouvernement, partout, ce sont les mêmes noms. Nous, notre problème, c'est qu'on puisse avec le même résultat. On puisse découvrir, on puisse dénicher les Congolais qui n'ont jamais joué ce rôle-là, qui n'ont jamais été des politiciens professionnels. Parce que nous avons affaire à des politiciens professionnels, ceux qui ont étudié la ministériologie. Donc il faut changer la classe politique. Il faut changer cette classe politique. En intégrant de nouvelles figures. Avec les nouvelles figures. Sinon, on ne peut pas avoir les mêmes acteurs et s'attendre à des résultats différents. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Voilà ce que nous plaidons. Mais moi, je crois qu'on ne va pas faire tambour à rasa. Ça ne va pas. Mais effectivement, ouais, c'est d'ailleurs la question que je comptais vous poser. Ouais. Donc, c'est comme si vous estimez que le gouvernement, l'union sacrée n'a rien produit, selon ce que vous êtes en train de dire sur ces plateaux. Oui. Parce que en termes de résultats, en termes de pourcentage, vous dites que c'est vraiment... Mais est-ce que c'est tout le monde qui est monstre dans l'union sacrée? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de ministres qui méritent d'être reconduits? Ceux qui ont le charisme, la détermination, la ténacité, la vision et l'altruisme. Il y en a. Il y a des ministres qui méritent d'être reconduits. Et mais je crois lesquels, par exemple? Je crois que vous avez suivi le président de la République lors d'une rencontre avec les membres de sa famille politique et l'Union sacrée. Très bien. Il a salué les bravoures de quelques ministres. Il a cité le ministre Guy Luandomboyo, qui aujourd'hui est ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire. Il a cité le VPM Jean-Pierre Bemba, qui aujourd'hui est ministre des Transports. Mais les gens le confondent au ministre de la Défense. Parce que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, la RDC a plus de 200 000 recrues. C'est à cause du travail de Jean-Pierre Bemba, de Guy Luando et de Jean-Pierre Liaou. Je parle aussi du ministre Jean-Pierre Liaou, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Ce qu'il a fait dans ces ministères, c'est extraordinaire. La RDC a mécanisé. Qu'est-ce qu'il a fait? La RDC, il a fait plusieurs réformes. Très bien. Aujourd'hui, l'administration publique est numérisée. Aujourd'hui, vous pouvez taper votre nom et tout. Vous avez votre situation en ligne. C'est la première. Il y a beaucoup de réformes. Mais moi-même, je suis bénéficiaire de ces réformes parce que je suis JPO.
Je travaille dans l'administration publique. Il a fait mécaniser des dizaines de milliers de personnes qui aujourd'hui travaillent dans l'administration publique. Ils sont mécanisés, payés. Ce sont les œuvres des ministres Eliaou. Et à ne pas oublier, ministre Wagner, le ministre des Affaires étrangères, ce qu'il fait sur le plan diplomatique, c'est extraordinaire. Si nous disons bien sûr que la situation sur le terrain n'évolue pas, mais la RDC a gagné la guerre diplomatique. C'est toutes les organisations internationales qui ont condamné les Rwandais. Les sanctions pleuvent, pour ne pas dire que les sanctions tombent. Mais est-ce qu'il faut qu'on se limite pour la première fois, je vais y arriver. Pour la première fois, cette dame, la condamnation, l'élection au niveau de l'Union européenne ne se faisait que en secret. C'est la toute première fois que l'élection, la condamnation d'un pays soit votée à main levée publiquement. C'est la pression qu'a mis Mme Wagner, le ministre des Affaires étrangères. Ce sont ces personnalités-là. Vous prenez Jean-Pierre Bemba, vous prenez Guy Luandomboyo, vous prenez Jean-Pierre Liaou, vous prenez Wagner. Ce sont les ministres qui méritent d'être reconduits. Si vous posez la question à tous les Congolais, vous direz que non, ceux-là doivent être reconduits. Mais est-ce qu'ils méritent d'être reconduits parce qu'ils ont mobilisé les jeunes par rapport à l'intégration dans l'armée, ou ils méritent d'être reconduits parce qu'ils ont très bien Je ne suis pas seulement dans la mobilisation, parce qu'aujourd'hui, cette mobilisation entre dans un caractère de théâtralisation. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Après que le président de la République ait reconnu l'effort de ces trois ministres, c'est tout le monde aujourd'hui qui mobilise. Ils sont devenus des mobilisateurs nationaux. Ce sont des politiciens. Mais face à la guerre, tout le monde peut mobiliser. Non, mais ils étaient où? Ils attendaient que le président... Ils attendaient les moments propices. Ils attendaient que le président de la République aille communiquer sur la sortie du gouvernement de l'Union nationale pour commencer à communiquer. Ceux qui sont venus donc après... Ils sont en train de flatter le président de la République. Ce sont des grands flatteurs. C'est d'ailleurs ça, le caractère d'un politicien congolais. Ils attendaient que le président de la République cite le nom de trois ministres. Guy Luando, Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Liaou. Ah, Atangi Bango. Alors, si on est un gouvernement, surtout comme un mobilisateur. Des mobilisateurs. Accueil Équateur, accueil Chopo, Et ce qui est grave, ils le font avec l'argent de l'État. Vous avez des preuves? Ils sont en mission. Demandez à tous ces ministres avant de quitter Kinshasa. C'est l'ordre de mission qui est établi. Est-ce qu'ils n'ont pas reçu l'approbation du gouvernement? Non, mais attendez. Ils disent que je vais aller là-bas faire ceci, cela. Ils prennent l'argent dans le trésor public. Ce sont des missions et après ils deviennent mobilisateurs pour flatter le président de la République. Moi, je pense que tous les flatteurs qui ont commencé à mobiliser après l'annonce de la sortie du gouvernement de l'Union nationale sont des flatteurs et le président de la République doit les corriger. Nous sommes en situation de guerre, tout le monde peut mobiliser. Non, mais ils étaient où, papa? Ils attendaient qu'on annonce. Ils le font parce qu'ils savent qu'il y a des fonctions qui peuvent tomber. Qu'ils attendent parce que le gouvernement va sortir. On doit tout faire pour flatter le président de la République afin d'être reconduit. Tous ces ministres ne méritent pas d'être reconduits. Mais les quatre que je viens de citer, Guy Luandomboyo, Wagner, Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Liaou, méritent d'être reconduits. Mais les nouvelles figures, nous avons des nouvelles figures. Je vous ai parlé des mouvements citoyens. Le président de la République doit puiser dans les mouvements citoyens. Ça peut être un autre activiste des droits de l'homme. Ça peut être aussi Joseph Bayoko Lokondo. Bien sûr qu'on n'est pas des demandeurs, mais si le président de la République nous donne la main, on prend la main. Parce que nous avons beaucoup à donner à la nation. Nous avons beaucoup à proposer au président de la République. On ne viendra pas avec un bâton magique, mais nous avons l'intelligence, nous avons des propositions à faire. Nous sommes des vrais patriotes et nous pouvons très bien servir cette nation en étant ministre, soit des droits humains, soit de l'agriculture, soit de merci beaucoup. Il y a encore, je suis en train de... Voilà, nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin. Très bien. Il y a une dame. Je sais bien que vous allez la découvrir. Elle n'a jamais voulu les médias. Ce sont des figures comme ça qu'on doit faire découvrir. C'est une députée nationale. Elle est vice-présidente du réseau des parlementaires africains pour la protection de l'environnement. Il est membre de la commission ressources naturelles, agriculture. Elle s'appelle Néné Maïzana. Très bien. Elle est du MLC. Elle est du MLC. C'est le seul député
qui a fait les déplacements, la vacance parlementaire pendant la période de guerre chez elle, à Bolomba, dans la province de l'Équateur. Donc vous estimez qu'elle a le portrait robot pour être nommé ministre? Une députée nationale élue de Bolomba, elle mérite d'être nommée ministre. Pourquoi pas ministre de l'Environnement? Pourquoi pas ministre de l'Agriculture? Merci beaucoup, Joseph. Ce sont des figures pareilles que nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez 30 secondes pour conclure. Oui, merci. Je vous remercie pour m'avoir donné cette opportunité de parler du pays. Même si vous avez omis ma province, que j'aime parler beaucoup, la province de l'Équateur. On aura d'autres occasions. On aura le temps d'en parler certainement. Pour en parler. Le président de la République doit négocier, qui n'écoute pas les gens, qui veulent les décourager d'avoir des discussions directes avec les rebelles qui endeuillent notre pays. Moi, je pense que la voie du dialogue, la voie de la négociation, c'est la voie de la sagesse et il doit le faire pour l'intérêt supérieur de la nation. Voilà, merci très chers téléspectateurs. Nous devons aimer la République démocratique du Congo. Soyons des souverainistes, des panafricanistes, des altruistes, des rationalistes. Cette République a besoin de nous. La question relative aux agressions dans l'Est de notre pays n'a rien à voir avec le régime Tshisekedi. Ce n'est pas le régime Tshisekedi qui est attaqué. C'est la nation qui est attaquée par le Rwanda. Et dans cette optique-là, nous devons nous mobiliser, opposition, majorité, société civile, pour asphyxier l'ennemi. L'ennemi, c'est le Rwanda. L'ennemi, c'est la communauté internationale. L'ennemi, ce sont les traîtres congolais. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons construire un bloc compact pour défendre notre pays. Le régime de Tshisekedi partira. D'autres régimes partiront, mais la nation congolaise restera. Nous devons imprimer le patriotisme et défendre avec impétuosité, avec force, avec détermination et avec courage la République démocratique du Congo. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bienvenue sur EVI TV, votre chaîne de référence, votre monde en images. EVI TV, c'est bien plus qu'une chaîne de télévision, c'est une plateforme d'excellence qui vous connecte à l'actualité, au savoir et au divertissement. Notre objectif est de fournir une programmation de haute qualité qui vous tiendra engagé et diverti. Politique, société, religion, culture, événementiel, découverte, actualité, divertissement, films et séries, musique, publicité, chaque programme est conçu pour vous informer, vous inspirer et vous divertir. EVI TV, la télévision qui vous ressemble.